Amis téléspectateurs, bonjour, nous sommes au Presse Club. Nous allons avoir une petite discussion en aparté avec Madame Lydie Koumat-Guéré. Alors pourquoi ce nom Koumat-Guéré? On croirait que c'est un nom français. Non, Koumat-Guéré, c'est un nom typiquement et vraiment centrafricain. C'est le nom de mon mari, de mon époux. Mon nom de jeune fille, c'est Nzengu. Vous verrez que c'est pas très différent des noms de la RDC ou du Congo-Brazza. C'est typiquement d'Afrique centrale, Koumat-Guéré. Très bien. Un nom composé. Très bien. Vous êtes journaliste de formation, donc spécialiste en communication de ISCOM. Donc vous avez fait vos études à l'Institut supérieur de communication de Lyon et à l'université Sorbonne Nouvelle, Paris 4, avec un master 2. C'est charmant tout cela. Oui, ça va, oui, c'est charmant. Je dirais à la base, je suis journaliste. Et au fur et à mesure, je pense qu'on l'abordera tout à l'heure, en ayant touché à la communication globale, donc quoi de plus normal de m'orienter vers la communication, donc ce master 2 en communication des entreprises et institutions. Et tenez-vous bien par la VAE, la validation des acquis de l'expérience. Très bien, je connais très bien cela. Vous êtes chargé de communication à la conférence internationale, vous étiez à la conférence internationale sur la région de Grand Lac au Burundi et également au PNUD, donc au programme des Nations Unies pour le développement. C'est bien cela. Aussi, c'était à Dakar. C'est cela, à Dakar. Donc 3 années à Bujumbura, 3 années d'expérience à l'international, avec tous les conflits qu'il y avait autour de la région des Grands Lacs, en RDC, etc., en Ouganda. 3 années où, de par ma fonction, j'ai contribué à apporter un peu plus de visibilité à cette organisation qui était naissante. La conférence internationale sur la région des Grands Lacs, avec un pacte formidable. Si ce pacte était mis en application, ses protocoles et puis son programme, je vous assure que je pense que l'Afrique centrale et puis de l'Est, on serait bien tranquille. Je vais revenir sur l'Afrique centrale et de l'Est parce que il y a des tensions assez importantes que vous connaissez. Je souhaiterais que vous me donniez quelques explications par rapport aux questions que je vais vous poser. Ça intéresse beaucoup les gens de la RDC de le savoir tout cela. C'est vraiment important de le savoir tout cela. Alors, aujourd'hui, vous dirigez depuis 1996 une agence de communication, Un autre regard. Oui, là c'est un autre regard, mon bébé, mon petit bijou, l'agence africaine de communication. Donc vraiment, je la dirige, c'est mon agence, mais quand je suis au Burundi, bien entendu, je ne peux pas occuper cette fonction, donc je la délègue, je la délaisse à d'autres personnes, mais vraiment c'est mon truc, mon joujou à moi, mon affaire personnelle, donc où j'ai pu brasser tous les domaines de la communication. Mes principaux clients étaient les organisations internationales, les ONG internationales et l'État centrafricain. L'État centrafricain, alors venons-en à l'État centrafricain. Depuis qu'il y a eu l'avènement de Seleka, Seleka qui a embrasé, si vous voulez, la République centrafricaine, vous avez mis en place le MCR. Oui, le M, c'est encore une fois de plus un autre bébé, le mouvement centrafricain pour la rupture. Parce que vous connaissez nos pays d'Afrique centrale, c'est un cycle permanent de violence, notamment la RCA et particulièrement la RCA. Chaque 10 ans, il se passe quelque chose. Chaque 10 ans, il y a une crise, il y a un événement, il y a une rébellion, il y a une mutinerie, il y a toujours quelque chose. Et il faut que nous passions à un autre mode de fonctionnement, ce que nous appelons au MCR la rupture. Donc le mouvement centrafricain pour la rupture, pour insuffler cette dynamique, pour faire comprendre aux Centrafricains que nous sommes condamnés à faire différemment, autrement et tous ensemble. Tous ensemble, alors vous étiez ensemble dernièrement à Paris où il y a eu une rencontre de Centrafricains à Paris pour la transition. C'est-à-dire que vous voulez mettre en place un processus qui va permettre d'aller vers une vraie république, parce que là c'est une république un peu sur 3 pieds si on veut. Le 14 février donc 2015, il y a de cela 2 semaines, 3 semaines, nous avions organisé donc à l'initiative du MCR, même si c'est le MCR qui l'a initié,
donc avec l'appui du Centre pour le dialogue humanitaire, une ONG basée à Genève. Cette ONG qui va soutenir, appuyer le gouvernement centrafricain dans l'organisation du forum pour la réconciliation et le dialogue politique, le dialogue national. Donc cette ONG nous suit la Centrafrique depuis un bon bout de temps. Donc ce forum est prévu pour le mois de mars et en prélude à cela, nous, au MCR, nous avions pensé que s'il aurait été judicieux d'essayer de regrouper tous les Centrafricains qui œuvrent, parce que vous savez, comme vous l'avez si bien dit, depuis l'avènement de la Seleka en 2013, mars 2013, les Centrafricains de France, la diaspora de France s'est réveillée. Tout le monde s'est senti concerné, chacun a œuvré selon son domaine de compétences, a apporté sa contribution pour une proposition de sortie de crise. Donc ce 14 février, nous nous sommes tous rassemblés autour de ce forum pour proposer quelque chose autour de 3 thématiques: paix, sécurité, dialogue, vérité, justice, réconciliation, gouvernance, élection, constitution et assistance aux populations déplacées. Donc autour de ces 3 thématiques, cette journée a permis que les Centrafricains puissent réfléchir et proposer des recommandations à verser au futur forum qui aura lieu très bientôt, je pense. À la fin du mois. À la fin du mois de mars. À la fin du mois de mars, le ministre chargé, bien entendu, social était là. Si c'est bien social, hein. C'est le ministre conseiller politique, voilà, Monsieur Anissé Guillemard, qui représentait la présidente, qui a été envoyée donc par Madame Catherine Samba-Panza, chef d'État de la transition, qui est venue donc nous écouter, nous soutenir et puis bien entendu prendre nos recommandations pour les apporter à Bangui. Pour les apporter à Bangui. Bientôt, il y aura des élections, mais c'est repoussé à chaque fois au calendrier grec. Alors, on se demande, la transition, ça plaît aux uns et les autres, le 75 candidats qui attendent. C'est quand même extraordinaire. C'est quoi? C'est bien d'être président de la République, alors ça rapporte en définitive. Écoutez, j'aborderai la question sous un autre angle. Qu'est-ce que je dirais? Nous irons, quoi qu'il en soit, aux élections. La date retenue est août 2015. Cependant, pour aller voter, il faut bien des électeurs. Comme vous le savez, il y a des déplacés en RCA. Il y a encore 5 régions, 5 préfectures aux mains de la Seleka. Alors qui ira voter? Il faut que ces élections soient le plus crédibles possible. Donc je pense la priorité est de ramener la sécurité en RCA, de faire en sorte que ces déplacés puissent rejoindre leur environnement, leur cadre, leur région, leur maison. Et après, les 75 candidats qui veulent ce seul fauteuil, ils iront auprès de la population, argumenteront. Et puis, mais bon, je voudrais quand même attirer leur attention, le Centrafricain n'est plus ce qu'il était. Le Centrafricain n'est plus ce qu'il était. Mais bon, on dit 75, je suis persuadé, une fois que les dossiers de candidature auront été déposés, il y aura beaucoup d'invalidations ou d'autres n'iront pas jusqu'au bout. Il y a beaucoup d'effets d'annonce, mais il y a des candidats crédibles, ceux qu'on connaît. Et puis bon, la population aimerait aussi voir des candidats qu'elle ne connaît pas. Très bien. Alors, parlant encore, je reviens encore au niveau des élections, où ça devait être organisé au mois d'août, tout en sachant que le mois d'août, c'est une période pluvieuse. Alors, comment vous allez faire avec cela? Donc, c'est difficile au mois d'août en RCA de sillonner, des routes sont pratiquement impraticables. Alors, comment vous allez vous organiser? Et puis les recensements, tout cela? C'est un peu, c'est toujours le même problème. Je me dis, ceux qui... On appuie la RCA, certes, la RCA a besoin d'aide, certes, la communauté internationale est là, certes, mais avant d'annoncer des chiffres, annoncer des dates, annoncer des mois, que tout le monde puisse s'accorder, vous le dites, au mois d'août, il y a la saison des pluies, il sera impossible d'avoir des élections au mois d'août. Mais bon, il faut toujours une date, puis c'est celle qui est retenue, approximativement autour du mois d'août, ça peut nous ramener septembre, octobre, novembre, décembre, mais quoi qu'il en soit, il y aura des élections à une seule condition, qu'il puisse y avoir la sécurité. La sécurité, oui. Alors, j'ai eu un entretien avec un des conseillers de Madame Samba-Panza, mais il dira d'emblée que en 2015, impossible d'organiser des élections, et encore moins en 2016. On le voit vers l'horizon 2017. Que pensez-vous de cela? Non, je ne suis pas d'accord. On ne peut pas repousser les élections. Il nous faut des élections pour quitter la transition, pour revenir à un régime légal,
légales, constitutionnelles, légales. Il faut des élections, il faut qu'elles aient lieu. La transition ne peut pas s'éterniser, mais bien entendu, on ne va pas non plus pousser cette transition à la porte tant que tous les agrégats ne soient pas réunis. Sécurité, retour des populations, un semblant quand même de retour de l'État dans toutes les 626 km² de la République centrafricaine. Et puis l'économie, qu'il puisse y avoir certaines avancées. Le pays a régressé, a fait un bond en arrière. Chez nous, en RCA, on avance, on recule, on avance, on recule. Donc 2017 me semble quand même un peu loin. Maintenant, pour moi, je dis l'enjeu est ce forum à venir, ce forum qui devrait être inclusif, ce forum qui va regrouper toutes les forces vives de la nation. Mais si toutes ces forces vives de la nation s'accordent sur le devenir de la RCA, s'accordent qu'il faille déposer les armes, s'accordent qu'il faille maintenant construire et passer à autre chose, nos élections, bien entendu qui n'auront pas lieu au mois d'août, à mon humble avis, auront lieu peut-être plus tard, peut-être fin 2015, peut-être 2016, 2017 me semble quand même très très loin. Très très loin. Alors, loin bien entendu de ce qui se passe en RCA. Donc, vous êtes dans la diaspora ici. Quel est votre apport ? Alors mon apport, oh là là, j'aime cette question parce que, vous savez, ça fait 2 ans que j'ai mis ma vie en suspens, 2 ans que mon cœur bat au rythme de la RCA, 2 ans que je ne dors pas, comme beaucoup de Centrafricains comme moi. Comment, quand moi je mange, je peux même jeter mon reste de nourriture à la poubelle, en sachant que j'ai des frères et sœurs, des cousins, des cousines, des compatriotes qui n'arrivent pas à manger. Alors comment voulez-vous que je puisse dormir? Donc comme beaucoup de Centrafricains, je le répète, comme moi, nous avions été actifs. On essaye d'apporter des contributions. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Mon humble personne, au travers de... J'ai commencé avec Opinion Internationale, un journal en ligne. J'ai géré une rubrique RCA, à travers de laquelle j'ai pu donner la parole aux Centrafricains qui justement œuvraient ici en France et à l'extérieur pour apporter leur contribution à ce qui se passe en RCA, aux hommes politiques, etc., etc. Vous avez parlé du MCR. Au travers du MCR, nous avions œuvré. J'ai appuyé une organisation de femmes pour essayer d'avoir une dynamique et faire quelque chose, participer à des conférences, débats, apporter ma contribution, dénoncer, crier, gueuler, voilà. Pendant 2 années, c'est ce que j'ai toujours fait, et je pense, voilà, l'opportunité qui m'a offerte pour dire un peu à ceux qui me connaissent, ceux qui me soutiennent, ceux qui m'appuient, que le temps est arrivé pour moi d'aller à Bangui. De la France, ça dure un temps, mais je pense que j'ai fait tout ce que je pouvais faire en mon pouvoir dans ce pays, à partir de ce pays, en termes de lobbying. Je ne sais pas qui je n'ai pas rencontré, je ne sais pas ce que je n'ai pas fait, j'ai tout fait. Le temps est arrivé d'aller maintenant au territoire centrafricain et poursuivre pour la paix et la réconciliation. La paix et la réconciliation, on va revenir sur la réconciliation, chose qui est un peu difficile à concevoir aujourd'hui en Centrafrique, tout en voyant les anti-Balaka sont là, les animistes sont là également, les chrétiens, les musulmans, tout cela, il y a un désordre, si c'est organisé, on peut dire ça, parce que Bozizé a organisé un désordre. Ne pensez-vous pas qu'on devait mettre Bozizé devant ses responsabilités devant une cour pénale internationale? Tout ce que moi je peux dire, il va falloir maintenant, bien entendu, que la justice puisse faire son chemin et faire son travail. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Monsieur Bozizé est accusé de soutenir les anti-Balaka. Monsieur Ndotoja, bien entendu, les Seleka. Alors, ces 2 personnalités devront répondre. Il y a des accusations, il y a tout un procès très grave, crime contre l'humanité. Il n'y a pas longtemps, la procureure de la CPI s'est retrouvée à Bangui avec un message fort. Donc, moi, comme les Centrafricains, nous attendons que la justice se fasse. Vous savez, il y a eu des morts. Des familles veulent bien savoir pourquoi mon fils est mort. Pourquoi des conditions atroces. Pourquoi ma fille est morte. Pourquoi elle a été violée. Pourquoi je me retrouve à la rue. Pourquoi je ne peux plus retourner dans mon village. Pourquoi mon fils, mon enfant de moins de 16 ans a été enrôlé. Toutes ces questions, il faut les trouver. Mais moi, j'attire aussi l'attention. Monsieur Bozizé était au pouvoir, il y avait une ligne rouge, il y avait des forces internationales sur le territoire centrafricain.
les Sélékas sont venus et ont franchi cette ligne rouge, au vu et au su de tout le monde. Alors, beaucoup de personnes devront répondre. Voilà. La France aussi devait répondre parce que, en fait, en réalité, quand De Tchodja rentrait à Bangui, enfin, ça a surpris tout le monde. Il était au kilomètre 5. Comment il a pu arriver jusqu'au kilomètre 5 s'il n'avait pas l'appui de l'armée française? Moi, je n'ai pas d'éléments. Hein. Je parle toujours sur des faits avérés. C'est ce qui se dit. Hein. La France était là, comme les éléments tchadiens, etc., comme la MINUSCA. La MISCA, pardon, à l'époque. Donc tout ce monde était là, toutes ces forces étaient là, internationales étaient là, nos partenaires étaient là, De Tchodja est arrivé, on a fait partir Bozizé, nous savons comment ça se passe, hein, nous sommes deux adultes, les téléspectateurs le savent. Maintenant, lors de ce forum, moi je me pose la question, quelle vérité devra être dite et quelle vérité, une fois de plus, ne sera pas dite? Alors, une vérité qui ne sera pas dite parce que la France gère la Centrafrique comme une forme de protectorat, si on veut. La France paye le fonctionnaire de la RCA. Comment voulez-vous sortir de ces précarés? Je ne dirais pas que la France paye le fonctionnaire centrafricain. C'est clair que ça fait des années que nous avons des problèmes budgétaires. Nous n'arrivons pas à payer nos fonctionnaires. Il y a des appuis, tantôt de tel ou tel pays, amis, frères, etc. Bien entendu, rien n'est gratuit. Alors, la France est le partenaire de la Centrafrique privilégié depuis des décennies. Nous avons été colonisés, comme beaucoup de pays d'Afrique centrale, par la France. Alors aujourd'hui, moi, je regarde la politique du président François Hollande, qui se veut être différente de celle du président... La rupture qui se veut être différente de celle du président Sarkozy, donc gauche-droite, etc. La France sera toujours là. Mais moi, j'aimerais bien que nous puissions avoir des hommes politiques responsables en RCA, des hommes d'État, une population responsable. Nous voulons la France et nous accusons la France. À un moment, il va falloir parler. D'égal à égal, c'est trop fort. Nous y arriverons, je le sais. L'Afrique est le continent du prochain siècle. Hein, nous avons eu la Chine, les pays émergents, etc. Le prochain continent, c'est l'Afrique. La Centrafrique a une histoire avec la France. On ne peut la nier, a un attachement avec la France. Mais ça ne fait pas des Centrafricains des éternels assistés, des éternels enfants. Donc moi je dis aux Centrafricains de grandir, au peuple centrafricain de grandir, de prendre ses responsabilités, d'arriver à regarder la France dans les yeux, d'arriver à collaborer franchement, partenariat, du gagnant-gagnant. Mais ce jeu se stabilisera au fur et à mesure lorsque nous aurons des véritables hommes politiques, des véritables citoyens centrafricains qui seront conscients de leurs obligations, de leur rôle à jouer en RCA. C'est une histoire maintenant de deal entre ceux qui nous appuient, ceux qui nous aident. Rien n'est gratuit, nous le savons tous. Si la France est là, elle a ses intérêts. Si nous sommes avec les Français, nous avons les nôtres. Mais maintenant, essayons un peu de penser à la population centrafricaine et non les gens avec qui nous dealons directement. Pensons aux Centrafricains. Il serait peut-être temps que si demain, dans 10 ans, 15, 20 ans, nous puissions exploiter le pétrole centrafricain, eh bien que la vie du Centrafricain puisse changer, croître, que le Centrafricain puisse se soigner, que son enfant puisse aller à l'école et qu'on arrête avec ces années blanches. Ces années blanches ont engendré des Centrafricains, excusez-moi, mais qui n'ont plus cette rigueur. J'allais revenir. Vous êtes bardé de diplômes, avec des diplômes de grandes écoles. Je viens de l'énumérer tout à l'heure. Il s'avère qu'aujourd'hui, en Centrafrique, on se retrouve avec des diplômes achetés ou fabriqués dans les arrière-maisons. Comment voulez-vous qu'un pays tourne avec ces genres d'impairs? Bon, c'est pas la généralité des Centrafricains qui ont des diplômes truqués, etc. Mais c'est un problème. L'éducation nationale a un grand défi à relever ces prochaines années. Toute cette masse d'enfants qui n'a pas pu être scolarisée pendant plusieurs périodes, qu'allons-nous en faire? Aujourd'hui, c'est fini, c'est raté, c'est loupé.
Alors voilà des générations perdues. Maintenant, il va falloir avoir une autre stratégie. Moi je dis orientant, vous savez on n'a qu'un seul lycée technique. Un seul lycée technique dans toute la République centrafricaine. Un seul lycée technique. Alors il va falloir maintenant emmener ces gens vers la formation professionnelle, leur apprendre un métier. Mais formation qualifiante. Qualifiante, nous en avons besoin. Hein? Alors, nous avons le bois, il va falloir apprendre les gens à utiliser ce bois, de véritables menuisiers, de l'artisanat, l'agriculture. Nous avons une terre érable, riche. La révolution verte oui, révolution verte, je l'ai entendu il n'y a pas longtemps, mais là, véritable révolution verte. Vous l'avez entendu, vous? Je l'ai entendu, comme vous certainement. Donc la véritable, oui, révolution verte, il va falloir. Nous sommes... Il y a combien de Centrafricains qui instruits, j'aime pas trop le mot, mais c'est un peu ça, éduqués, qui a pu aller à l'école, qui voilà. Nous avons les paysans, nous avons une grosse masse de villageois qui travaillent la terre. On a même climat que le Brésil. Le Brésil a réussi sa révolution agraire. Tout est histoire de volonté politique. Et bien entendu, non seulement de volonté politique, mais je reviens à la base, c'est la population centrafricaine. Il faut qu'elle sache qu'elle a un rôle à jouer. Elle n'est pas là pour s'asseoir et puis qu'on elle ouvre la bouche, on lui mettant tout dans la bouche. Non. La population centrafricaine doit se réveiller, se lever, marcher. Le temps est arrivé aux Centrafricains de marcher. Nous devons marcher si nous voulons une autre Centrafrique. Et chacun doit apporter sa contribution. Une dernière question concernant la Centrafrique réellement. Mais vous avez un bon discours d'une femme politique. Hein. Alors je sais que j'ai toujours su que je rentrerai véritablement dans la politique avec mes deux pieds. Cela se fait progressivement, mais c'est normal. Quel est le Centrafricain? Ils sont tous frileux dès qu'ils entendent le mot politique. Mais politique, c'est quoi? C'est la gestion de la RCA, de la cité. Et elle concerne tous les Centrafricains. Il y a ceux qui vont œuvrer à différents niveaux, pardon. Et moi, le temps est arrivé pour moi de m'impliquer véritablement en politique, en Centrafrique. De quelle manière? Je ne le sais pas encore, je me laisse guider, mais je ne me tairai plus et j'agirai comme j'agis depuis plus de 2 ans. Plus de 2 ans. Aujourd'hui, on arrive à enlever des ministres. Quand un ministre va au culte, c'est quand même incroyable. Je me pose la question, c'est un ministre qui j'espère, qui a des gardes du corps, qui j'espère est protégé. Mais qui l'a enlevé? En sortant de l'église, on dit que ce sont des anti-Balaka. Sa voiture aurait pris la direction de la zone où on dit qu'ils sont localisés. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. C'est la publicité? Non, pas la publicité. Je ne pense pas et je n'espère pas à ce point-là. Je ne pense pas que ce soit la publicité. Il a été véritablement enlevé. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui l'a enlevé? Qu'est-ce qu'on a réclamé? Il a été libéré. Est-ce qu'on a payé les 4 millions? Est-ce que tant de questionnements? Mais bon, il faut dire un peu que lui-même était à la tête d'une rébellion, d'un groupe d'hommes. Voilà, donc entre eux ils se connaissent, mais c'est déplorable parce que quoi qu'il ait été, il représente l'État centrafricain. C'est un ministre, c'est une autorité centrafricaine. Donc, enlever comme cela, une autorité centrafricaine, où vit au sud tout le monde, en plein soleil, en plein midi, au sortir du culte, je pense que ces 5 prochaines années, nous allons connaître vraiment ce phénomène de banditisme, de braquage, de hold-up, d'enlèvement, quelque chose que nous n'avons jamais connu en RCA. Il est temps de mettre de l'ordre dans toute cette saleté, dans toute cette pagaille centrafricaine. Ce n'est pas centrafricain, tout ce que nous voyons, tout ce que nous entendons, ça ne nous ressemble pas. Dites-moi, vous avez plus de 1200 km de frontières avec la RDC. Vous connaissez très très bien le pays de Grand Lac. Vous avez travaillé au Burundi, vous travaillez encore. Vous avez géré en fait des dossiers sensibles, la RDC, le Rwanda, etc. Que pensez-vous de l'agression du Rwanda par rapport à la RDC? Vous parlez du mot agression. Bon, je vous le concède.
Vous savez, moi j'aime... Il y a un rapport des Nations Unies, le rapport Mapping, qui a expliqué d'octobre 2010, qui explique clairement les choses. Il y a plusieurs ONG, 230 ONG ont fait des rapports qui pointent du doigt le voisin d'à côté. Et on a vu la dernière exploitation du coltan, le Rwanda est l'exportateur de 40% de coltan. Or, ils n'ont pas plus de 1% du coltan chez eux. Vous ne trouvez pas que c'est eux qui alimentent la guerre en RDC? Qu'est-ce que moi je peux... ce que je voudrais dire au peuple amis et frères congolais de RDC, il faut que les Congolais eux-mêmes maintenant, les hommes politiques, aient un discours commun, un seul et même discours, une seule et même vision pour ce grand pays, comme on dit, qui est un scandale géologique. Il est temps aussi, comme la RCA. C'est un scandale géologique. Oui. Parce que les mineurs ne regardent pas les frontières. Exactement. Il est temps pour vous, Congolais, de penser au devenir de la RDC. Après Mobutu, nous avons vu cette instabilité. Mobutu était là, il était ce qu'il était, mais il a tenu le Congolais. Mais dit-on centrafricain aussi. Il a tenu le Congolais, il a tenu le peuple congolais. Il est parti. Il y a une grosse pagaille avec ce conflit permanent qui ne dit pas son nom entre le Rwanda et la RDC. Un pays qui... Vous avez quand même des choses à regarder au Rwanda. Comment le Rwanda se développe? Les Congolais disent au détriment. Mais asseyez-vous. Asseyez-vous. Déjà entre vous, Congolais, entre vous, peuple congolais, hommes politiques congolais, sans avoir de parti pris, celui qui est de plus de l'aide, la région de Kisangani, la région de ceci, cela. Le peuple congolais raisonne beaucoup en région. Il faut raisonner. C'est des régionalistes? Oui, ils sont régionalistes. Et le régionalisme tel qu'il est pratiqué là, va tuer le pays. Va tuer le pays. Nous avons besoin de ce régionalisme. Nous avons besoin d'une Afrique centrale forte, d'une Afrique de l'Est forte. Intégrée? Intégrée. Mais à l'intérieur même maintenant de nos frontières. Mais au niveau de CEMAC, les gens n'y arrivent pas, parce que la RDC ne fait pas partie de CEMAC, mais au niveau de CEMAC, les gens n'y arrivent pas. Pourquoi les gens n'y arrivent pas? C'est toujours le même problème. Toujours la même problématique qui se transporte maintenant dans nos organisations que nous dirigeons. Pour avoir des institutions fortes et des organisations fortes, je le répète, ça ne vient pas de moi, il nous faut des hommes forts, crédibles, rigoureux, ayant une seule et même vision commune pour l'Afrique. Donc vous allez à l'encontre de ce que Barack Obama a pu dire? Barack Obama a parlé, j'ai mon point de vue à moi. Il faut des institutions fortes et des hommes forts. Il faut des institutions fortes et des hommes forts. Et des hommes forts. On crée des dictateurs alors? Des institutions fortes et des hommes forts. Il nous les faut. Réveillons-nous en Afrique. Réveillons-nous. Des pays savent utiliser leurs forces, leurs faiblesses pour aller vers le développement. Vous parlez du Rwanda. Le Rwanda exporte quoi? Le Rwanda a quelle matière première? Vous dites au détriment de la RDC. Mais je dis toujours, regardez la politique du Rwanda. Regardez sa politique. Kagame... Un journaliste vient d'être condamné à 10 ans de prison. Kagame a ce côté sombre, décrié. Je ne dirais pas de nom. Chacun a son analyse sur l'homme. Donnez-nous Chacun a son analyse sur le personnage. C'est l'Hitler de l'Afrique centrale, c'est ce que les gens disent? C'est la première fois que j'entends cela. C'est la première fois que j'entends cela. Mais je vous comprends, vous êtes Congolais. Moi, je suis impartial. Je fonctionne avec des rapports. Je comprends aussi ce que disent ces rapports. Il y a ce côté sombre du personnage, mais il y a ce côté de leadership qu'il va falloir que nous ayons en Afrique. Vous voyez, moi, je dis toujours quelque part, prenons ce qui est positif. Regardons comment le personnage a emmené ce Rwanda dans une autre dimension. Le Rwanda est dans une autre dimension. Quand on parle du Rwanda, quand on regarde le Rwanda aujourd'hui, c'est avec respect. J'aimerais tant qu'on regarde le Congolais avec respect, qu'on regarde le Centrafricain avec respect. Il est temps que nous puissions nous tenir droit debout
et être fiers de notre nation. Fier de votre nation, mais il y a un de vos voisins, le président Sassou Nguesso, veut torpiller complètement votre pays en voulant grignoter aussi vos terres. Que pensez-vous de tout cela? Alors, la politique du médiateur, c'est notre médiateur, de Denis Sassou Nguesso. Mais Nairobi, il a joué autre chose. Oui, nous déplorons le fait que les autorités centrafricaines n'aient pas été associées à ce qui s'est passé, à ce forum, mini-forum, ces rencontres, ces pourparlers de Nairobi. C'était tellement simple. Parce que c'est vrai, il faut mettre Bozizé et Ndotodia face à face. Il faut qu'ils se parlent. Ce sont les deux acteurs, dit-on, qui soutiennent les deux belligérants sur le territoire centrafricain. Ben, ces deux personnes doivent se voir, parler, et peut-être parler à leurs hommes d'arrêter, de déposer leurs armes, et qu'elles soient conscientes qu'elles devront répondre devant la justice. Mais il faut tout faire étape par étape, intelligemment, stratégiquement. Derrière tout cela, je dis toujours, il y a 4 millions de Centrafricains. Il y a 4 millions de Centrafricains et demi de Centrafricains. Pensons à cette population centrafricaine, pour une fois qu'elle ne soit pas lésée. Alors, le président Denis Sassou Nguesso est le médiateur. Il a accompli de bonnes choses, mais pour Nairobi, gros point d'interrogation. Ngostache? Oh, est-ce qu'un homme politique, un président en fonction, a des tâches? Les tâches viennent après, une fois qu'il est renversé, une fois qu'il a quitté son pouvoir. Il a quitté son pouvoir. Il y a des velléités de modifier les constitutions en Afrique centrale. Il y a le Rwanda, le Burundi, le Congo-Brazzaville, le RDC. Quelle ligne portez-vous par rapport à cela? À chaque fois, on arrive au terme de son mandat et on veut à tout prix s'éterniser au pouvoir. Je leur dis, s'il vous plaît, regardez le Burkina Faso. Regardez le Burkina Faso. Et soyons comme des Burkinabés. Soyons comme des Burkinabés. Mais je ne comprends pas. Une constitution donne 2 législatures, un chef d'État, un président, 5 ans, 10 ans. Pourquoi vouloir s'éterniser au pouvoir? Pourquoi ne pas sortir par la grande porte et marquer en lettres d'or son nom sur les pages de l'histoire de son pays? Nous n'avons pas cette culture, j'ai l'impression. Alors maintenant, il va falloir construire des futurs Africains avec cette culture. Que le pays ne se gère pas qu'à la tête de l'État. Il va falloir développer les secteurs privés. Regardez chez nous, RCA, il est inexistant. Tout, c'est l'État. Ou les Libanais, ou les étrangers. Aucun Centrafricain, très peu. Combien d'hommes, on va dire des grands businessmen centrafricains, ils sont combien? Ils sont combien? Ils sont très peu. J'ai 10 doigts, ils ne dépassent pas les 10 doigts de ma main. Créons, inventons de nouveaux Centrafricains, de nouveaux Africains d'Afrique centrale, parce que d'autres pays l'ont compris. En Afrique de l'Ouest, on me dit, excusez-moi l'expression, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo, oui, il n'y a pas photo. Alors, parlons de votre constitution, la constitution de la transition, sont en train de réécrire encore, proposer des lois. Et on regarde depuis que la Centrafrique existe, pardonnez-moi, il y a eu plusieurs coups d'État, 11 et 4 réussis. Et là, comment vous allez faire pour verrouiller tout cela, en fait que les gens rentrent dans les rangs de la démocratie? Vous savez, on a beau réécrire une constitution, mais ce sont les hommes qui la respectent. Moi, je dis qu'il faut retourner à la base. Il faut apprendre aux Centrafricains à respecter leurs textes, à respecter les valeurs de l'État, à respecter la nation, à savoir qu'est-ce que c'est qu'être citoyen, qu'est-ce que c'est que la nation, qu'est-ce que c'est que le drapeau, qu'est-ce que c'est que l'armée, qu'est-ce que c'est que la Constitution. Au fur et à mesure que ce Centrafricain grandit, ou cet Africain d'Afrique centrale, parce que ça nous concerne vraiment nous en Afrique centrale, on va prendre conscience que notre signature qu'on a apposée quelque part vaut de l'or. C'est une parole donnée, c'est un engagement. Nous devons être des citoyens engagés, déterminés, rigoureux, respectueux de notre parole donnée, de notre signature. La Constitution ne va pas la réécrire une fois, à chaque fois qu'un homme va dire « bon, il est temps pour que moi et mon clan, nous restions, comment faire ?» Toute une réflexion, toute une stratégie pour amender, pour revoir, pour... Non. Regardez la Constitution de la France, celle de 1958 joue jusqu'aujourd'hui. Aucun Français on ne lui pourra lui venir à l'esprit de changer la Constitution.
C'est un texte fondamental. Alors, on est en train de penser aujourd'hui en Centrafrique, tout le monde pense, mais comme en RDC aussi, les gens pensent que Mobutu était mieux. Enfin, c'est une hérésie. Aujourd'hui, on pense que Bokassa était meilleur président. Vous savez, moi, quand j'entends ce discours, j'ai dit, oh là là, Centrafricain, notre mémoire, qu'est-ce qu'elle est courte. Quand on est dans la panique, quand on est dans le désarroi, on a recours, on cherche un homme sur qui, on cherche un leader, au fait. Ce n'est que cela. Nous cherchons un leader. Et nous revenons au passé, hein, les choses d'antan, sous le temps de Mobutu, oui, il y avait ceci, il y avait cela. Mais sous le temps de Bokassa, c'était pas les mêmes conditions, c'est pas le même environnement, il n'y avait pas de crise économique. C'était pas pareil. Les enjeux n'étaient pas les mêmes. Et est-ce que cela peut nous faire oublier que malgré tout, Bokassa était un dictateur? Moi, je me rappelle, quand je partais en vacances, mon père était à Genève. Quand on allait en vacances, on nous prenait peut-être une semaine pour nous dire, attention, quand vous arrivez, ne prononcez pas le nom de Bokassa, ne prononcez pas le mot de Bokassa, ne dites pas que votre papa il va venir tel jour ou qu'il ne vient pas. On avait une pression, ce sont les souvenirs que j'ai. Je n'ai pas vécu certes en RCA à cette époque, mais j'ai ma famille, j'ai le peuple centrafricain qui était. N'oublions quand même pas, arrêtons d'avoir la mémoire courte. Bokassa était un homme qui avait une vision pour la RCA. Mais comme je le dis, c'était pas le même environnement. Il avait sa vision. Comme Mobutu avait la sienne, comme Houphouët-Boigny avait la sienne. Mais Houphouët a mieux réussi. Ouais, Houphouët a mieux réussi. Regardez la Côte d'Ivoire. Bokassa, est-ce qu'on va dire qu'il n'a pas eu le temps d'aller jusqu'au bout? C'est sa folie. De grandeur à imiter Napoléon qui l'a emmené là. Oui, qui l'a amené là. Alors, il a imité Napoléon. La robe de Catherine, dites-moi, est-ce qu'un homme politique, je ne vais pas citer le nom, a vendu cette robe? Écoutez, je ne veux pas créer la polémique. Hein. Comme vous, j'ai lu ça et là, cette polémique autour de la vente de la robe de Catherine Bokassa. Écoutez, j'ai même pas envie d'en parler, c'est tellement... C'est un patrimoine. Certes, c'est un patrimoine, mais qu'est-ce qui nous reste? Il y avait la Villa Berengo, Kolongo. Ça aurait été un patrimoine s'il n'y avait pas eu, comme à chaque mouvement de destruction. Aujourd'hui, nous aurions eu plus qu'une robe d'une impératrice en RCA. Quelque chose qui aurait pu rapporter à l'État centrafricain, et notamment au peuple centrafricain. Un mot pour partir aux amis centrafricains qui attendent la paix, qui attendent que la transition se termine, parce qu'ils en ont marre de ces transitions et ils veulent la paix. La paix, quand on parle de la paix, il y a Sangari, il y a tout ce monde qui pullule autour. Il y a aussi la mafia libanaise, je dois parler de cette mafia, qui a mis le grappin au niveau des institutions. Ça commande le ministre, ça se doit le ministre, le pays fonctionne complètement d'une manière bancale. Alors, un mot par rapport à tout cela pour partir, et merci d'avoir accepté cet entretien, cette invitation, et par rapport à vos occupations. Merci infiniment, et je souhaiterais que vous, sans concession, que vous dites clairement qu'est-ce que vous en pensez de tout ça, les Libanais, tout ce monde-là. Et qu'il n'y a pas de banque, il n'y a même pas de banque en Centrafrique, c'est ce qui est grave d'ailleurs. Non, non, non. Vous voyez l'image qu'on a de mon pays, de ma nation, de ma RCA, la terre de mes ancêtres, de Kodro-Timbi. Vous voyez quand je vous... Oui, vous voyez quand je vous entends, j'ai mal. C'est ce qu'on voit et c'est ce qu'on dit de la RCA. Nous ne représentons rien. Nous avons des banques en RCA. Il y a des Libanais, il y a des personnalités qui peuvent être corrompus, mais il y en a d'autres qui ne seront jamais corrompus. Et je l'espère qu'au partir de ce que nous venons de vivre et vivons encore, j'espère encore pour un peu de temps seulement, il sortira quelque chose de grand et de bon en RCA. Qu'il en sortira des Centrafricains conscients, qu'ils ont hérité d'une terre, qu'ils ont hérité d'un patrimoine inestimable, qu'on ne peut pas les soudoyer, les corrompre pour cette terre. Il est temps que le Centrafricain prenne son destin en main, qu'il puisse y avoir des boulangeries appartenant à des Centrafricains, qu'il puisse y avoir des grands exportateurs centrafricains. Je voulais dire tout à l'heure, indirectement. Oui, non, je vous ai compris, je vous ai compris. Regardez la ville, le centre-ville de Bangui,
qui ressemble à un grand village. Nous avons ces vieilles bâtisses du temps de la colonisation qui appartiennent à des hommes qui ont des moyens, qui ont de l'argent, des hommes influents, qui ne sont pas centrafricains. Mais pourquoi ne pas avoir cette politique de leur dire, s'il vous plaît, à partir d'aujourd'hui, le centre-ville, nous voulons qu'il puisse y avoir des buildings de tant d'étages, etc., etc., etc. On impose. C'est donnant-donnant. On n'impose pas, c'est pas du donnant-donnant pour l'homme politique qui va avoir la manne dans sa poche pour lui et sa famille. Mais on impose pour que ce jeu puisse se faire et que le centrafricain puisse grandir, vivre en paix. Donc il va falloir dealer maintenant avec cela. Il va falloir une nouvelle politique. Hein. Mais qui va remplacer les Libanais? Quel est le centrafricain qui va se lever et dire « je remplace le Libanais » moi à partir de maintenant? Il va falloir toute une politique derrière, les banques. Quelles sont les banques qui vont prêter? Nous, de la diaspora, qui braillons, qui nous sommes levés, qui nous sommes battus, nous souhaitons rentrer chez nous. Mais on va rentrer chez nous, on va faire quoi chez nous? Comment chez nous? Vous connaissez la vie de France. Qui va gagner 4 000, 5 000 euros pour avoir suffisamment d'économies ou avoir un crédit pour pouvoir aller investir en RCA? Il va falloir que le pays puisse avoir une politique d'aide au retour. Non seulement d'aide au retour, mais ceux qui sont sur place. Ceux qui sont à même en mesure de contribuer, de créer des emplois. C'est créer des emplois, ce n'est pas seulement être candidat à l'élection présidentielle, c'est créer des emplois. Le Centrafricain est en mesure, est capable. Je vous assure, dans les tiroirs de nos maisons, il doit y avoir plein de projets, plein de projets. Beaucoup sont venus jeunes ici pour les études, avec plein de projets. Retour au pays. Moi, je veux faire ça quand je vais rentrer, je veux faire ça. Mais dans un pays qui est instable, où dès qu'il y a une rébellion, dès qu'il y a une crise, voilà. Tous les Centrafricains vont dans la rue, ils sont affamés, ils détruisent. Quelle est cette nature de destruction qui nous anime? On détruit tout. On détruit le bien que quelqu'un a construit pendant 10 ans, la sueur de son front, une maison, un bien immobilier, vous vous rendez compte? Il y a tellement à faire en RCA. Il y a tellement à faire. Alors, vous ici dans la diaspora, on va terminer avec ça. Il y a des revendications. Alors, la seule revendication que vous pouvez avoir ici, d'avoir le vote de Centrafricains de l'étranger. Comment organisez-vous par rapport à cela? Comme les Algériens font, les Marocains font ici en France. Non, mais les Centrafricains de France votent. Hein. Les Centrafricains de France votent. Vous étiez là la journée du 14, nous avions eu le vice-président de l'autorité nationale des élections qui nous expliquait qu'ils vont mettre des démembrements dans certains pays, ou à forte communauté centrafricaine, où les Centrafricains pourront aller voter. Donc il y aura une autorité de l'ANE dans certains pays, aux Centrafricains de s'organiser pour pouvoir être ceci, cela, représentant de tel ou tel parti, etc., société civile, pour le vote, le jour du vote. Non, on vote. Hein. Alors, un mot de la fin pour partir. Merci infiniment, Madame Lydie Nkoumette-Guéré, joli nom composé, va nous dire un mot pour le départ. Merci à vous. La petite histoire, merci pour ce Nkoumette-Guéré, joli nom. C'est mon mari qui sera le plus heureux parce qu'on me connaît sous le nom de Nzengu, mon nom de jeune fille. Un Sango, vous allez dire au revoir à Sango. Oui, donc je vous remercie à vous d'abord. Je vous remercie, vous, monsieur Roger, de m'avoir invité, de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer et de parler à mes frères centrafricains. Nyala Meling Titenena, na Itatimbi, na Sewa, na Azoso, na Ndotigbiati Kodoro. A autorité tikodoro tango ni alingi ya watitene iyako nako iduchi isaratene na beti yoko na beti ioko ndonia qui du de forum so a doit y marcher, il faut qu'à doit y marcher titene iunjina tinda de forum réconciliation dialogue que vraiment cette fois-ci il m'a fini les guettitena, il est que kodrotier. Nzapa grisatulo yepe, sonda demi matin, on nzapa grisayin, nzapa edapen yape. Akena à Centrafricain titena, il sera parti, a été mou conscience que ikena
pendere kota kodoro et que tangonia limbia we titene mamboko na mamboko mamboko na mamboko izateneti mara izateneti nyeso a pusu ina poko tangonia limbia we titene ileke kodrotie na beoko a shonie so isaso il faut izani na poko et il faut yeda titene itene isara shoni biani isara shoni biani Tangonia limbi titana centrafricain mamboko na mamboko aleke kodrochala il faut qu'il désespère peu minga que tanganila tangatia choc balenis nila asinaiso tanganila donc akenai faso titana londo si leke kodrotier bi croire na peuple centrafricain bi croire naï minga que il est capable que ça rendeni azwa ton bouba trop Tangonia lingbi titana ilondo mamboko na mamboko singi na la mingi. Merci. Vous voyez, une très très belle langue, Sango, une langue qui rejoint une langue aussi dans le nord de la RDC, nord-ouest de la RDC. Donc on voit que les frontières, vous savez, en Afrique centrale, c'était le même pays. Hein. Bon, les colonisateurs sont venus, bien entendu, retracer nos frontières. Mais en définitive, on est frères. Voilà, et à travers cette langue, je me suis retrouvé et au niveau de quelques expressions. Merci à vous, merci et on va se voir en Centrafrique, à Bangui, pour le prochain forum, si Dieu le veut. Merci beaucoup, merci à vous. Merci.